Donc oui, c'est un groupe de jeunes chercheurs et donc je suis aussi médecin généraliste, chef de clinique et j'interviens au titre d'être le secrétaire de l'association primaire en abordant du coup la question qui est posée aujourd'hui sur les opportunités pour le médecin généraliste d'aborder le sevrage du tabac à chaque étape du parcours de soins. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt hormis celui que je viens de mentionner, donc primaire est la branche en fait française de l'IPCRG, l'International Primary Care of Respiratory Group. Donc je vais d'abord parler de la place, pour contextualiser les choses, de la réalité de la place de la BPCO dans notre activité de médecin généraliste. Et j'identifie 3 étapes qui me semblent clés pour aborder avec nos patients BPCO le sevrage en tabac, la phase de la détection précoce de la BPCO, le diagnostic et enfin son suivi. Le patient BPCO est avant tout une personne qui a des comorbidités et d'autres facteurs de risque liés à son tabac, même si le prisme ici de la plénière concerne que la BPCO. Mais c'est peut-être une vérité de la palisse. Alors je ne sais pas si c'était fumeur la palisse, mais ça fait du bien parfois de remettre ça dans un contexte plus large. Et c'est l'occasion avec ces patients BPCO d'aborder le tabac non pas que dans le seul champ de la BPCO, mais de l'ensemble des comorbidités. Et donc ne pas banaliser un patient qui tousse, qui crache parce qu'il fume, c'est aussi aborder la multimorbidité due au tabac. Dans notre activité, si on prend, alors Christian a parlé tout à l'heure des données du dictionnaire des résultats de consultation, là ce sont les résultats écogènes de l'étude faite en 2014, la BPCO n'appartient pas au top 10 des résultats de consultation des médecins généralistes français et elle ne représente que 0,56% des résultats de consultation de notre activité, ce qui parfois surprend lorsqu'on présente ces résultats, tellement on a indiqué la prévalence de la BPCO. Il faut savoir que c'était repéré par un code spécifique de la CSP2 et qui nécessite en fait que la maladie ait été objectivée par un test spirométrique. Donc il faut mettre ce pourcentage extrêmement faible au regard d'abord de la sous-estimation due à ce codage et enfin au problème du sous-diagnostic avec 2/3 de patients français qui s'ignorent. Dans cette étude écogène, finalement, sur 20 000 consultations de médecine générale, il n'y avait que 207 consultations qui concernaient la BPCO suivie en médecine générale, avec des consultations de 19 minutes, environ un patient par semaine. Au-delà des chiffres, ce n'est pas très important, il y a 3 messages clés à retenir de cette étude. C'est qu'avec nos patients, on a des consultations en fait qui sont plus complexes, puisqu'il y aura plus de motifs de consultation gérés pour un patient BPCO que pour un patient qui ne l'est pas. Ces consultations de patients BPCO vont être étendues aux comorbidités et aux autres problèmes de santé du patient de manière plus importante que pour les patients qui ne sont pas BPCO. Et enfin, c'était un résultat significatif, il y avait moins de démarches préventives associées aux consultations de médecine générale concernant les patients BPCO. Donc il me semblait important de replacer ça, ce contexte, de médecine générale, lorsqu'on souhaite aborder le parcours de soins du patient atteint de BPCO en médecine générale. J'identifie 2 temps. Tout d'abord, le patient qui est à risque de BPCO avec le temps du repérage et de la détection. Et enfin, lorsque le diagnostic est posé, eh bien, on entre dans le parcours de soins qui est contextualisé par des recommandations. Pour la France, c'est l'HAS en juin 2014 qui a fait ce magnifique résumé du parcours de soins du patient. Le tabac est au centre, ça résume l'ensemble des intervenants. C'est pas forcément très facile au quotidien, mais tout est détaillé sur ce que est le parcours de soins idéal d'un patient BPCO et c'est en lien avec les recommandations internationales de la GOLD. En tout cas, le généraliste est placé au centre de ce parcours de soins, du dépistage jusqu'à la fin de vie. Donc 3 étapes clés, je disais, qui peuvent être 3 opportunités pour aborder le sevrage tabagique. Tout d'abord, la phase du repérage et de la détection précoce de la BPCO. Pourquoi cette phase représente des enjeux importants? À cause du sous-diagnostic de la BPCO, on en a parlé, les patients identifiés à risque de BPCO, même s'ils sont identifiés, ils vont recourir insuffisamment aux explorations respiratoires et à la spirométrie. Donc c'est important d'être extrêmement vigilant et d'être proactif en tant que médecin sur ce sujet-là. Trop de BPCO sont découvertes au stade de complications et de l'hospitalisation, et Madame Boutric l'a illustré tout à l'heure.
Et en fait, ces 2 points permettent de voir que si on identifiait à un stade plus précoce les BPCO à des stades de faible sévérité, eh bien, on pourrait plus précocement mettre en place les stratégies thérapeutiques qui permettent de ralentir le déclin de la fonction respiratoire, au premier plan desquelles, bien sûr, le sevrage tabagique. Aujourd'hui, les recommandations internationales sur ce diagnostic précoce et le dépistage nous indiquent qu'il ne faut pas dépister en population générale la BPCO, mais que sur symptômes ou bien exposition à des facteurs de risque, le tabac, mais également les expositions professionnelles, puisqu'il y a environ 20% de BPCO non tabagiques, il ne faut pas méconnaître. Et donc la HAS et la GOLD préconisent de faire réaliser une spirométrie si le patient est exposé à des facteurs de risque et à plus de 40 ans. Une revue systématique et une méta-analyse récente en 2015 a montré qu'en soins primaires, toute méthode utilisée dans des essais contrôlés randomisés, toute méthode utilisée pour détecter et diagnostiquer précocement les patients BPCO avait été supérieure aux soins courants. Donc ça vaut le coup. L'HAS en fait préconise c'est pour ça on est dans le prisme du tabac bien sûr, de penser à la BPCO devant l'association de facteurs de risque et de symptômes. Et penser tabac en fait c'est déjà commencer à penser BPCO, en tout cas ça devrait être le cas. Deuxième temps qui est un moment clé pour aborder le tabagisme, c'est le moment du diagnostic spirométrique. Puisque vous savez que BPCO rime avec spiro, sans spiro, pas de BPCO. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on ne fait pas de spirométrie, on voit des études qui ont montré 2 types de conséquences. La première, c'est le sous-traitement. Une étude montrait que les médecins généralistes sous-estimaient la sévérité de la BPCO lorsqu'il n'y avait pas eu de spirométrie et donc sous-traitaient les patients. A l'inverse, une autre étude a montré que sur 3200 patients supposés BPCO qui étaient traités empiriquement, sans spirométrie, et bien en fait, quand on faisait ressouffler tout le monde, seulement 62% avaient un réel trouble ventilatoire obstructif. Donc la spirométrie est fondamentale. Parfois, la première porte d'entrée, beaucoup de généralistes en possèdent, a été le mini-spiromètre électronique, a été préconisé par le plan BPCO 2005-2010, mais le mini-spiromètre ne permet que de repérer le trouble ventilatoire obstructif et non pas la BPCO, puisqu'il n'y a pas eu de test de réversibilité qui est indispensable pour porter le diagnostic. Donc ce mini-spiromètre, il faut le voir comme un outil pendant la consultation qui permet d'explorer le souffle de son patient, fumeur, et d'avoir un élément d'échange et de discussion entre le médecin et son patient à propos des conséquences possibles du tabagisme sur le souffle. Et donc le mini-spiromètre nous répondra en cas de rapport VEMS sur VEM6 inférieur à 0,7 qu'il est nécessaire de faire une spirométrie. C'est acceptable, c'est fiable, c'est faisable en consultation de médecine générale. Le travail récent de Philippe Vaurillon nous l'avait démontré en montrant que le facteur principal de risque pour trouver les BPCO quand on fait du mini-spiromètre, c'est le tabac. Mais on peut se poser la question en médecine générale si c'est plutôt spirométrie que la mini-spirométrie qui peut être utilisée. Oui, la spirométrie est possible en cabinet de médecine générale et a le double avantage de ce dépistage, ce diagnostic précoce, et de poser le diagnostic. C'est réalisable au cabinet, une cotation existe et applicable par les médecins généralistes, et c'est acceptable par les patients. Un des travaux sur le sujet a été présenté aux rencontres Mieux Prescrire. Sur 178 patients qui étaient identifiés comme à risque, 168 étaient revenus rapidement faire une spirométrie avec leur médecin généraliste, et ça avait permis de poser 18% de diagnostic de BPCO. Ça, c'est la minute publicité. On avait fait du coup un article didactique dans la revue Exercer pour présenter la spirométrie en cabinet de médecine générale l'an dernier. Et tous les ans, au congrès d'avril, on fait des ateliers sur la réalisation de spirométrie au cabinet de médecine générale. Donc le diagnostic, c'est une chose, mais Christian en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. La spirométrie qu'on peut réaliser présente également l'intérêt d'être un outil motivationnel dans la discussion
sur le sevrage tabagique. L'explication de l'âge pulmonaire, effectivement, les études sont discordantes. Celles qui étaient les plus connues et les plus intéressantes montraient qu'en faisant souffler des fumeurs de plus de 35 ans, le sevrage tabagique après 1 an était double dans le groupe où on avait une explicitation de l'âge pulmonaire par rapport au groupe contrôle. Et puis une étude qualitative récente montrait que cette notion d'âge pulmonaire était très appréciée des médecins généralistes pour discuter avec leurs patients atteints de BPCO, base de discussion facile et un aspect non jugeant du patient apprécié par les médecins. Enfin, dernière étape, le suivi et l'éducation thérapeutique. Alors le suivi, il est codifié, dépend du stade de sévérité du patient selon son VEMS. Donc encore une fois, s'il n'y a pas de spirométrie, il n'y a pas de VEMS et le suivi ne peut pas forcément être optimal. Les chiffres que j'ai trouvés sont ceux de la DGS en 2007 qui montraient que bien sûr essentiellement en France, la prévalence concerne les stades 1 et 2, et la fréquence du suivi par le médecin généraliste et le pneumologue est bien entendu graduelle selon le stade de sévérité. Mais notre problème en médecine générale, c'est la difficulté d'appliquer de manière optimale des recommandations qui sont centrées sur une pathologie, on le sait tous, du fait de la multimorbidité et de la diversité des motifs de consultation. COEF, ce qu'on a dit par rapport à tous les enseignements de l'étude écogène, et donc le parcours de soins n'est pas toujours optimal en fonction des motifs de consultation et des comorbidités associées. Pourtant, sur un travail récent qu'a coordonné David Darmon, on voyait que sur une étude rétrospective, finalement, en prenant les patients BPCO suivis par un échantillon représentatif de médecins généralistes, au cours des 10 mois qui s'étaient écoulés, 68% des médecins avaient quand même réévalué le tabagisme de leurs patients atteints de BPCO. Les patients, lorsque le suivi est fait par leur médecin généraliste, dans une étude qualitative sur l'éducation thérapeutique en médecine générale, témoignent comme point clé qui permettrait de développer l'éducation thérapeutique en médecine générale que le médecin renforce sa prise en charge de l'addiction au tabac, c'était les termes des patients, l'addiction du tabac, parce qu'ils considèrent leur médecin traitant comme un aidant qui encourage et qui informe. Mais bien entendu, on sait tous que ce rapport et ce dialogue sera très dépendant du profil et du stade d'avancement dans le vécu de la maladie chronique de nos patients. Donc le médecin, il peut également mobiliser une diversité d'outils motivationnels. L'entretien motivationnel, on en a parlé, renouveler les mesures du souffle. On ne sait pas exactement à quel rythme il le faut faire, de quelle manière. Est-ce qu'il faut faire ressouffler en spirométrie, en mini-spiromètre? Est-ce qu'il faut l'aborder juste comme, encore une fois, un outil d'échange et de dialogue avec le patient sur le sevrage en tabac? Le conseil d'arrêt du tabac est un autre outil à mobiliser, en théorie à chaque consultation, mais encore une fois, il faut voir la réalité du terrain. La bibliothérapie, une de mes patientes m'a amené le bouquin d'Allen Kerr récemment, en me disant c'est grâce à ça que j'ai arrêté, conseillez-le à vos autres patients. Les outils sont divers, ça peut être l'internet thérapie, en conseillant des sites d'information pertinents ou des documents de sensibilisation qui semblent utiles, des brochures NPS, INPES, etc., etc. Bref, une prise en charge personnalisée et donc diversifiée, faisant appel à une diversité d'outils pour aider nos patients. Un des outils pourrait être aussi de réexpliquer aux patients le déclin de la fonction respiratoire avec la fameuse courbe de Fletcher qui, le professeur Rousset donnera les petits éléments de pondération éventuellement qu'il faut avoir avec cette courbe, mais qui est un outil de dialogue intéressant avec nos patients en montrant les bénéfices de l'arrêt du tabac en tant que réduction, ralentissement du déclin de la fonction respiratoire entre un patient qui est fumeur ici et celui qui va se sevrer en tabac à 45 ans. On voit le ralentissement du déclin respiratoire. C'est un outil de dialogue très intéressant. Et puis enfin, le médecin, il peut en plus orienter son patient vers des programmes de réhabilitation respiratoire, des programmes de TP dans la BPCO sur le tabac, il en existe différentes sortes, des consultations de tabaco, la liste n'est pas exhaustive, avec la problématique de l'accessibilité et de l'hétérogénéité. Donc finalement, aborder le tabagisme est possible sur des étapes clés du parcours du patient atteint de BPCO, et l'intérêt est triple d'aborder le tabac, c'est pour la maladie, pour ses comorbidités liées à la maladie, et puis pour l'ensemble des comorbidités liées au tabac.